Donc on a vu hier les courts-métrages qui nous ont beaucoup plu, et puis on a beaucoup discuté des uns et des autres. Moi je ne vous connais pas sur chaque film, donc est-ce que vous pourriez faire une présentation ? Vas-y. Okay. Moi c'est Maxime, je fais Après la nuit avec Valentin. Donc voilà, film de 18 minutes. Vous avez vu sur Anastasia, une adolescente qui doit aller dans un centre éducatif fermé et qui n'y va pas. Voilà. Valentin, avec qui je suis Malika Adjal, j'ai réalisé Battante, film de 20 minutes sur les violences conjugales. Je m'appelle Géraldine, j'ai réalisé Le bruit de la mer sur la jeune fille qui est enceinte et qui doit choisir entre tuer son grand-père ou garder son bébé. Florence Hugues, j'ai réalisé L'œil du cyclone. Je le pitch. Moi, je suis Alfred Lapère, je n'ai pas réalisé, mais j'ai travaillé sur La Jungle, j'étais premier assistant réalisateur, donc le film sur les réfugiés. Et moi, c'est Lucas, donc réalisateur de L'Annonce, le film où un père doit annoncer à sa famille sa maladie. Voilà. J'avais en face de vous, donc vous êtes en première spécialité. Oui, et quelques terminales aussi. Et quelques terminales aussi. Donc c'est en première spécialité cinéma audiovisuel. Est-ce que peut-être on pourrait commencer par revenir un tout petit peu sur votre parcours, très brièvement. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma et à réaliser votre premier court-métrage ? Je commence. On garde le même ordre. Ok, cool. Yes, je suis en premier à chaque fois, c'est super. Moi j'ai fait comme vous, j'étais au lycée, j'ai étudié le cinéma au lycée. Après, j'étais un peu perdu après le lycée, donc j'ai fait du droit. C'était pas terrible. Donc j'ai fait une école de cinéma. C'est là que j'ai rencontré Valentin. On a fait la même école, donc l'ESSEC à Paris, dans le 12e. Et derrière, on a collaboré ensemble sur notre film de fin d'études. Et depuis, on continue de co-réaliser ensemble. Moi, je travaille sur les plateaux de cinéma aussi. J'exerce différents métiers. Donc je suis intermittent du spectacle et à côté je continue de réaliser des clips et des courts-métrages. Enfin, là c'était notre premier court-métrage produit avec Valentin, mais sinon à côté on fait des clips et d'autres formats. Et voilà, sinon la passion pour le cinéma a toujours été présente pour moi. J'ai toujours été passionné, donc c'était cool de pouvoir faire une école, d'avoir un cadre, pouvoir travailler vraiment, de rencontrer des gens, de créer une équipe aussi, parce que beaucoup des techniciens avec qui on travaille sur nos projets, c'est des personnes qu'on a rencontrées à l'école finalement. Donc voilà. Yes. Je vais toujours conclure comme ça. Je dirais yes. C'est un marque de fabrique. Moi, on s'est rencontrés à l'école à Paris. Après, moi, je suis parti aux États-Unis faire un master pendant 2 ans et je suis revenu et donc on a fait ce film-là. Et après, je bossais sur les plateaux mais j'ai arrêté parce que je voulais me concentrer plus sur l'image. Donc je fais pas mal de trucs un peu corporate, mais aussi des clips donc avec Maxime et je prépare un autre court-métrage. Voilà. Alors moi j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas eu cette chance d'avoir une option au lycée ou même, j'avais pas dans l'idée de faire une école de cinéma, mais j'ai toujours voulu évoluer dans ce domaine et du coup je voulais être comédienne. Je suis partie aux États-Unis, à Los Angeles pour devenir comédienne. Ça n'a rien donné, tout ce que j'ai pu faire c'est faire la potiche dans des clips de vidéos de rap. Du coup je suis rentrée à Paris. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler en public, donc je suis rentrée à Paris, je me suis trouvée un agent et j'ai trouvé que c'était difficile, il n'y avait pas assez de rôle pour mon profil. Du coup, je me suis mise à écrire. J'ai écrit un long métrage où, un premier rôle pour moi que j'aurais pu jouer. Et finalement, j'ai découvert l'écriture. Et c'est ce qui me passionne vraiment maintenant. Et je me suis lancée dans la réalisation. Voilà. Désolée, je tremble et tout. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est hyper clair. Voilà. Tu veux le dire aux gens ? Non, j'ai fini. Moi j'ai fait 3 IS, je sais pas si vous connaissez, c'est une école à côté de Paris, une école privée de cinéma, voilà. À la base c'était pas forcément, je savais pas si je voulais faire du cinéma ou autre chose, je savais que je voulais faire de l'art, mais j'étais nulle en musique, j'étais nulle en dessin. Du coup le cinéma ça paraissait être une bonne option. Et moi en fait j'ai juste suivi les rencontres que j'ai fait, je suis arrivée dans une école de ciné et j'ai adoré ça.
Donc voilà, après j'ai fait un court-métrage de fin d'études qui a bien marché. Et ça m'a permis de faire mon premier court-métrage produit avec les rencontres que j'ai fait grâce à celui-là. Et voilà, donc je suis là. Alors moi j'ai fait une école aussi de cinéma que je vous encourage à aller visiter, qui est à Aubagne, qui s'appelle l'UP Satis, qui est une excellente école. Voilà. Ça c'était il y a longtemps. Après j'ai beaucoup travaillé sur les tournages, d'abord à Marseille puis après à Paris, où enfin voilà, être en technique ou être à la régie ou faire tout plein de petits boulots sur les tournages était très c'est dur, faut pas dire des mots bon, bref, comment dire, formateur. Voilà. Et tout en écrivant et en essayant de réaliser mes films à côté, jusqu'au moment où ça peut matcher avec un producteur et on arrive à en vivre. Voilà. Pardon, ok, ouais. Chacun son truc. Mon âge a été trahi en une seule seconde. Je suis flambeur. Alors du coup, moi, j'ai fait une école de cinéma un peu par hasard, parce que je savais pas quoi faire après mon bac. Donc c'est 3 IS en fait, c'est la même école à Paris. Et je voulais faire du montage à la base, et j'ai découvert assistant réalisateur pendant la première année de tronc commun, parce que l'école se passe sur 3 ans, il y a une année où on touche à tout, et 2 ans où on est spécialisé. Donc j'ai découvert assistant réalisateur, je ne sais pas si vous connaissez le métier un peu. C'est celui qui va organiser le tournage, qui va faire un plan de travail, c'est-à-dire on va décider de telle séquence, on la tourne tel jour. On essaye de faire en fonction, pour ne pas faire venir le comédien 3 jours de suite par exemple, si ça peut rentrer sur une journée ou en fonction des décors. Et après sur le plateau, ça va être un peu le chef d'orchestre, il va faire un peu les liens entre les acteurs, le son, l'image, la machinerie, il va essayer de rassembler et c'est lui qui va tenir le plateau. Donc voilà, et donc j'ai découvert ce métier et j'ai adoré. Donc j'ai travaillé avec Victor Homer, le réalisateur. C'est notre film de fin d'études. Donc il y avait 16 films de fin d'études et donc on était une équipe de 30 personnes, que des étudiants en fait, chacun dans leur spécialité. Et voilà, et donc le réalisateur, pour l'instant, il essaie d'écrire un autre cours, il n'arrive pas trop, il ne trouve pas les idées. Et moi, après, j'ai fait des stages et je travaille sur des plateaux de cinéma en 3e assistant réalisateur. Parce qu'il y a le premier assistant réalisateur, mais il y a le second assistant, il y a le 3e assistant. Chacun a des postes un peu différents. Et le stagiaire. Et après, on monte au fur et à mesure en... Stagiaire numéro 1, stagiaire Beaucoup de stagiaires. Donc voilà, on monte dans les postes au fur et à mesure. Et donc en fonction de la grosseur du film ou quoi, sur un clip par exemple, ou un court, je vais pouvoir être premier assistant. Mais sur des longs métrages au ciné, pour l'instant je suis 3e et je vais monter au fur et à mesure. Voilà. Moi j'ai fait une école à Bruxelles, INRACI. Donc c'est une école plus spécialisée technique, donc il n'y a pas d'option vraiment réalisation ou autre, ou direction d'acteur, des trucs comme ça. C'est un tronc commun en première année, donc on fait du montage, de la photo, du son, de la prod et de l'image. Donc on a tous la même formation, les mêmes cours, et après en deuxième année, là on choisit l'option qu'on veut faire. Donc moi je suis parti en image, parce que j'avais déjà un bagage graphisme, j'ai fait en secondaire, votre lycée, pour on va dire le bac chez vous, moi j'ai fait du graphisme 2D, 3D. Donc j'ai continué dans l'image. On fait plein de projets et tout comme ça. Bon, ça je suppose que c'est partout comme ça, il faut faire quoi. C'est comme ça qu'on a de l'expérience en faisant des projets. Et là, le film, c'est un film de fin d'études. Donc, comme il n'y a pas d'option de réalisation, en fait, il y a un appel à projet qui se fait dans l'école. Donc, tout le monde, peu importe qui, que ce soit un ingé son, un monteur, un photographe, n'importe qui peut proposer un projet. Et après, au fur de l'année, il y a des sélections. Et puis voilà, l'école fournit le budget pour faire un film de fin d'études. Et nous le voilà ici. Yes. Alors on a plein de remarques et plein de questions, mais peut-être faire film après film, ou je sais pas comment... Qui se lance? Allez, Manon, s'il te plaît. C'est une discussion, c'est pas eu question-réponse pour le film. Pour le court-métrage L'Aja, oui. On se demandait
pourquoi avoir évoqué ce sujet-là en particulier Est-ce que ça vous tenait à cœur? Est-ce que c'était un thème qui était donné Alors, pourquoi ce sujet? Pas du tout un thème imposé, c'est du coup le réalisateur à la fin de l'année il choisit sur le film qu'il veut faire. Et lui, il avait pas envie de raconter, parce qu'on lui a toujours dit pour faire un film, il faut savoir raconter, faut raconter quelque chose. Il avait rien à raconter sur sa vie, du coup il a dit on va raconter quelque chose sur la vie des autres et essayer de sensibiliser le plus de gens à une cause qu'on ne connaît pas forcément, donc les réfugiés à Calais. Donc ça lui a plu, il est parti, on est allé faire beaucoup de repérages, de documentation là-bas. On est allé plus de 5 fois à Calais pour rencontrer les réfugiés, voir comment ça se passait. Et donc voilà, il a fait ce sujet pour montrer. Dans le film, il ne veut vraiment pas être moralisateur sur aucun des partis, que ce soit les réfugiés, que ce soit les policiers, que ce soit les habitants qui sont dans le bar. Il veut vraiment montrer sans prendre parti pour un côté, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent en fait quand on est à Calais. Il y a les réfugiés qui sont là, qui n'ont rien demandé et ils sont mal, ils veulent passer en Angleterre. Il y a les Calaisiens qui sont là, ils n'ont rien demandé non plus et ça leur... c'est gênant d'avoir tous ces réfugiés. Quand il y avait la jungle, ils étaient 10 000, mais ils en pâtissent alors qu'ils n'ont rien demandé. Il y a les réfugiés, les policiers qui sont là, qui ont des ordres au-dessus, donc qui font des choses qui peuvent porter un peu atteinte aux droits de l'homme aujourd'hui à Calais. Et ils n'ont rien demandé, et eux, en tant qu'humains, ils n'ont pas non plus demandé de démonter des camps ou quoi. Donc c'est des ordres. Donc en fait, tout le monde en pâtit un peu de cette situation. Il n'y a pas de personnes qui ont vraiment raison. Il y a les trois partis qui en pâtissent chacun et qui ont leur point de vue. Donc il a voulu montrer ça, et vraiment pour montrer, faire découvrir un peu le sujet qui n'est pas très connu encore. Quand on s'y intéresse, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais il y a plein de gens qui... On leur dit, la jungle de Calais, elle a été détruite il y a 3 ans. Ils ne savent même pas que ça a été détruit, ou ils ne savaient même pas qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient là-bas, dans le plus gros bidonville d'Europe. Donc voilà, j'ai juste voulu faire ça pour expliquer le sujet. Et c'était comment pour rencontrer les acteurs en fait? C'était des gens locaux? Alors, les acteurs, ça a été... le réalisateur, il a écrit donc, pour Tia Diagne, qui fait Ava dans le film, qui fait la réfugiée. Il a écrit un peu le film pour elle. En tout cas, il l'avait en tête à chaque fois qu'il écrivait. Et après, il a pris son courage à deux mains, il a appelé son agent. Et donc l'agent, il lui a expliqué le projet. Il a dit d'accord, je vais essayer de contacter Tia, voir si ça lui dit, parce qu'il faut savoir que du coup, c'est des projets qu'on fait en bénévole, on n'est pas payé. Donc les acteurs ne sont pas payés. Alors que par exemple, Tia tourne dans Plus belle la vie, elle tourne dans Guyane sur Canal+. Et là, en fait, le projet lui a plu. Et elle s'est dit, ok, je veux bien le faire. C'est 6 jours de tournage. Et je pars avec... C'est intéressant, en fait. Elle a vraiment travaillé. Elle est à Calais, rencontrer des réfugiés. Et voilà. Et après, l'asiatique Audrey Giacomini, c'est pareil. Elle est plus mannequin, où elle tourne dans beaucoup de clips. Elle tournait dans le dernier Alain Chabat aussi, elle fait la pharmacienne dans Santa ici. Et c'est pareil, on l'a contactée, on lui a montré un dossier avec tout plein de recherches, les intentions du réalisateur, un dossier qui faisait une 15aine de pages. Et en fait, ça l'a convaincue, elle a dit j'ai déjà vu des dossiers professionnels qui étaient moins intéressants que le vôtre, donc pourquoi pas partir sur un court-métrage, pas payé, ça me dérange pas, et voilà. Donc en fait, c'est pareil, au début on était là genre ouais, on va jamais avoir une grosse comédienne comme ça ou quoi, on a essayé et on l'a eu en fait. Faut essayer tout ce genre de choses, quoi. Faut prendre son courage à deux mains et appeler. Moi du coup j'avais une question pour la réalisatrice de Patente. On se demandait, parce qu'il y a quelque chose qui revient dans de nombreux films, c'était c'était une image dévalorisante de l'homme, en tout cas une conflictualité entre l'homme et la femme. Et du coup, on se demandait pourquoi il y avait un rapport aussi sombre entre les hommes et les femmes de votre court-métrage. C'est le thème du film, c'est les violences conjugales. Et justement, j'ai pas voulu... dans les faits, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes.
Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et j'ai pas voulu, dans le film, diaboliser non plus les hommes, parce qu'il y a des victimes hommes. Et donc c'est comme, c'est avec l'homme battu, justement, avec ce personnage-là, j'ai voulu montrer qu'il y avait des victimes hommes. Souvent, ils n'osent pas porter plainte parce qu'ils ont honte. C'est quelque chose de honteux pour un homme d'être victime des coups de sa femme. Et aussi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas de structure, autant de structure pour les hommes que pour les femmes. Voilà, et puis aussi avec le couple de lesbiennes, voilà, même des violences femmes entre femmes, ça existe. En fait, la violence, c'est le propre de l'être humain, c'est pas le propre de l'être humain, enfin l'homme, quoi. Voilà. Mais c'est sombre, mais c'est le thème du film. Vous racontez quelque chose de personnel ou c'est plus vous avez une visée de dénoncer, de faire une morale ou c'est juste une expérience? Alors j'ai pas la prétention de faire la morale aux gens, mais non, ça n'a rien de personnel. Et ce qui m'a inspiré le film, c'est le procès de Jacqueline Sauvage en 2016. Comme je disais hier, comment on peut passer tant d'années à être victime et au final se retrouver sur le banc des accusés. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, il y a quelque chose qui a été loupé. Et donc mon film, c'est sur le courage d'aller porter plainte. Donc voilà, et souvent, la dernière scène du film, donc je voulais matérialiser un peu les deux issues. Si on reste avec le conjoint violent et si on porte plainte. Donc il y a le rôle d'Emma qui décide de porter plainte, de quitter son mari, qui part vers la gauche, qui s'en sort. Et t'as le mari le mari de Cindy qui est venu récupérer sa femme la veille et qui s'est arrêté et qui part vers la gauche. Enfin, voilà. C'était mon intention. Je sais pas non, puis il y a aussi un personnage masculin qui est dans le centre. Il y a un personnage masculin qui est quand même. Ou le gardien. Qui est quand même. Oui, le gardien. Voilà, qui est une figure masculine plutôt rassurante et. Ouais. Voilà, c'est pas tout négatif. Ouais. Voilà. Nous, on avait juste une question pour vous. Oui. Non, pour Géraldine. Désolée. En plus, je vois pas, j'ai plus près. Je suis désolée. C'était plutôt technique, du coup, en fait. C'est qu'à un moment dans votre film, il y a plein de passages où il y a des vieilles images. Ouais. Du coup, on voulait savoir comment vous aviez fait, parce qu'on a adoré. Ouais, super. Voilà. En fait, on a tourné avec la même caméra tout le long du film. Et en fait, c'est en post-production. Ça s'appelle l'étalonnage, je sais pas si vous connaissez. C'est quand on retravaille l'image sur l'ordinateur. Et c'est grâce à ce moment-là qu'on a pu faire cette image un peu crado. En fait, en post-production, tu peux vraiment refaire tout ce que tu veux, je pense. Si tu as les moyens de le faire, si tu as une personne qui sait s'en servir, tu peux recréer une vieille image, en fait. C'était sublime. Ouais, je dirais à l'étalonneur. Moi, j'ai une question pour vous aussi, du coup. C'est... Pourquoi un tel contraste sur la vision du grand-père? Du coup, on le voit, un coup il est méchant, puis à la fin, finalement, c'est comme s'il il se mettait à aimer sa petite fille. Du coup. En fait, moi je me suis toujours dit qu'à n'importe quel âge, on pouvait prendre conscience des choses. Donc en fait, c'est un monsieur qui a toujours été méchant avec sa petite fille, qui s'est jamais posé de questions sur sa vie. Et en fait, le fait de savoir qu'il va mourir, c'est un peu le même thème que dans l'annonce. En fait, le fait de savoir qu'il va mourir, il s'est remis en question sur ça et il a envie de créer une relation avec elle avant de mourir. En fait, c'est un peu ça. Il s'est remis en question sur sa relation avec elle, quoi. Voilà. Vu que vous le dédiez à votre grand-père, est-ce que c'est un Ouais, c'est une... En fait, j'avais cette relation-là avec mon grand-père qui ne m'aimait pas. En fait, moi, dans mes films, j'aime bien parler de ce que je connais. Je me dis que j'aurais du mal à parler d'autre chose. En tout cas, j'aurais l'impression d'être moins sincère. Du coup, là, j'ai décidé de parler de cette relation qui m'avait fait beaucoup de mal. Et c'est pas marrant, mais le jour où j'ai fini d'écrire le scénario, où je l'ai envoyé à mon producteur, en fait, mon grand-père est mort ce jour-là. Donc j'ai pas eu le temps de lui en parler. Mais en fait, le fait de l'avoir écrit et de l'avoir réalisé, ça m'a permis de lui pardonner et de comprendre cette relation, en fait. Donc c'était nécessaire pour moi de le faire. Pour moi, l'art, c'est vraiment un moyen, pas de régler les problèmes de sa vie, mais en tout cas de faire... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est un peu comme une thérapie. Ouais, pour moi, c'est une thérapie, ouais. J'en ai besoin.
Je me permets de poser une petite question par rapport vous avez quand même, toi, tu as deux comédiens connus du grand public dans ton film. Tu as réussi à les avoir comment? Au culot. Non, le premier, je l'avais rencontré à un festival. Philippe Dujardran, donc celui qui fait le grand-père. Voilà. Je l'avais rencontré à un festival. Et en fait, je savais que je voulais faire un film avec lui parce que je l'aimais bien. Je trouvais qu'il avait une tête qui ressemblait à mon grand-père en fait. Et du coup, j'ai inventé un scénario sur le tas, comme ça. Donc l'histoire, je l'ai inventée en lui parlant. Et il a été super intéressé. Du coup, il m'a dit ok, pas de souci, t'écris et je le ferai avec toi. Et du coup, j'ai écrit l'histoire pour lui. Enfin, pour lui et l'actrice que je connaissais aussi. Et l'autre acteur, je l'ai rencontré 1 an et demi plus tard pendant un tournage parce que je travaille aussi sur le tournage de films. Et voilà, j'ai été lui parler, je l'ai vu et revu, et au final... C'est ça. Il tombe beaucoup avec Guédiguian aussi. Oui, vous l'avez reconnu dans les films de Guédiguian. Mais il est super, c'est vraiment un super monsieur, très gentil. Il fait beaucoup de courts-métrages, il est très accessible. On a pas une question, on est gêné. Désolée. Pourquoi simplement avoir beaucoup insisté sur une forme de méchanceté presque gratuite de ce grand-père jusqu'à cette séquence avec ce fou rire qui devient même oppressante? C'était le but d'être oppressant justement. En fait, c'est quelque chose qui la hante en fait, se souvenir de son grand-père, le fait de pas comprendre pourquoi il a été comme ça. Et après, les scènes du début, les scènes un peu violentes, c'est personnellement des scènes que j'ai vécues. Donc elles sont pas gratuites pour moi, elles sont vraies quoi. Et après, la scène du rêve, j'aime bien les scènes fantastiques un petit peu qui appuient un souvenir. Du coup, oui, je sais pas, c'était des scènes qui me tenaient à cœur parce qu'elles permettaient de comprendre le ressenti du personnage. C'est comme ça que je le voyais. Donc voilà, elle se sentait oppressée par lui, ouais. Et les dimensions de science-fiction avec le dilemme, etc., entre l'enfant, du coup, c'est vécu comment? Parce que est-ce que le but, c'est d'accentuer en disant, bon voilà, finalement, elle est presque prête à choisir son grand-père, quitte à renoncer à son avenir à elle, pour une guérison en fait, psychologique, personnelle. Du coup, en fait, comment ça a été pensé, ça, la dimension de science-fiction du film? Je dirais pas que le film, c'est de la science-fiction... Enfin, pour moi, la science-fiction, c'est vraiment une société futuriste. Vous voulez dire le côté fantastique du film? Le côté rapport à l'enfance ou le côté sur la loi, je crois. La loi, l'anticipation. Ouais, une dystopie, ouais, non, En fait, moi, la société actuelle, ça m'oppresse beaucoup, cette histoire d'écologie, on est trop nombreux, il y a un moment, ça va péter, quoi. Et je me suis dit, non mais qu'est-ce qui pourrait être une solution, même si elle est radicale? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi, pour qu'il y ait moins de monde? Et je me suis dit, c'est horrible, mais pourquoi pas cette loi, quoi? Il y a un moment où je suis sûre qu'on va devoir trouver un truc radical pour survivre, et ça nous oppresse tous. Enfin, en tout cas, notre génération, je sais pas vous. Ouais, cette histoire d'écologie, de trop de monde sur Terre, ça commence à être oppressant. Et du coup, j'avais besoin de parler de ça aussi en fond. Ouais, voilà. Peut-être un peu beaucoup d'informations pour un court-métrage, mais bon. Il y a une référence aussi, alors je sais pas, on en a parlé avec le jury Jeunes Spectateurs, maintenant tu veux évoquer par rapport à la fin. On a parlé à table hier de Soleil Vert, et en fait, elle m'a répondu qu'elle n'avait pas vu avant son film. D'accord. La coïncidence, ouais. Non, je l'avais pas vu. C'est vrai, hein, mais on m'en a beaucoup parlé. Pour Après la nuit, on avait une question en fait. Allez, en fait, je me demandais, est-ce que ça a été facile en tant que position d'homme de parler du sujet du viol du point de vue d'une femme? Est-ce qu'en étant du point de vue homme, ça a été compliqué de parler de la thématique du viol d'une femme en fait? Non, pas vraiment. En fait, moi j'ai quelqu'un dans ma vie qui a subi ça. Donc je me sentais pas vraiment légitime, mais voilà. Mais je pense que de toute façon dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de... Il suffit d'avoir de l'empathie et de comprendre un peu ce que les gens ressentent pour pouvoir en parler. Il ne faut pas forcément non plus l'avoir vécu, parce que dans ce cas-là, on se limite vachement dans les histoires qu'on veut raconter. Et donc non, nous c'est venu comme ça. En fait, à la base, on a vu un documentaire. Et dans ce documentaire, il y avait il y avait un fragment, un truc de 30 secondes qui nous a plu, et c'était ça, cette nuit dans un hôtel. Et donc on a brodé autour de ça, et on a ramené les thèmes dont on voulait parler. Donc celui-là aussi.
Et dans votre film, du coup, vous pensez, enfin, c'est la fille qui aurait raison. Enfin, je veux dire, comment vous posez cette question? Enfin, quelqu'un peut m'aider ou est-ce que c'est le bon choix qu'elle fait? Est-ce que c'est un bon choix qu'elle fait? Alors après, tout dépend. En fait, avec notre fin, il y a plusieurs. Maintenant, on visait une interprétation, mais on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Donc tout dépend de comment vous avez pris cette fin, en fait. Mais elle part pas, donc elle part pas, elle va pas en. Ça. Elle va pas à Paris, elle ne savent pas. Oui, d'accord. Donc pour nous c'est ce qu'on visait, justement. Et donc nous, ouais, c'était le bon choix pour elle. En fait, ce qu'on voulait, c'était cette relation mère-fille qui est un peu autodestructrice, mais que c'était assez compliqué de la faire sans montrer la mère. C'est qu'elle est juste là, elle flotte autour. Et pour nous, c'était important que on voulait montrer ce personnage qui arrive un peu à défaire ses liens pour pouvoir avancer. Et on s'est dit que c'était quand même très compliqué quand c'est un parent et avec tout ce qui s'est passé. Et donc le fait de ne pas partir finalement, de ne pas aller la rejoindre, c'est le fait de se prendre en main comme l'éducatrice lui disait au début. Quoi. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici. J'ai une question pour l'œil du cyclo. Pourquoi un scooter et pas Bon, alors pourquoi un scooter? Premièrement, parce que c'est un objet que j'avais envie d'humaniser. Je trouve que c'est assez drôle d'humaniser un scooter, quoi. Plus qu'une cafetière ou un ciseau. Enfin, je sais pas, j'avais plusieurs objets comme ça et je me suis dit, c'est cool. Il y a un travail sur l'image. La nana, elle est éclairagiste de concert. Elle a l'habitude de mettre en lumière certaines personnes. Et dans mon film, c'est elle que j'avais envie de mettre en lumière. Et du coup, le scooter avec son phare lui permet de faire ça. Ouais. C'est un moyen de déplacement. Enfin, il l'entraîne un peu ailleurs pendant le film. Et voilà, pourquoi un scooter? Et puis, il y avait des raisons personnelles. Voilà, je trouvais ça assez drôle. Voilà, un espèce de bonhomme comme ça, sans bras, un espèce de cyclope qui un peu engoncé, quoi, qui peut pas faire grand chose au final, qui peut exprimer un peu des émotions, mais qui est coincé, quoi, dans son costume de fantôme métallique. Puis il y avait un rapport à la chair aussi qui me plaisait bien. C'est-à-dire qu'elle peut pas. Physiquement, c'est un peu limité, quoi. La mécanophilie, c'est pas mal. Bon, il y a des pratiques. J'avais une question pour l'œil du cyclo aussi. C'est comment vous avez fait pour. Est-ce que c'est du gommage ou c'est. Comment il fait pour avancer le scooter? Il y a plusieurs. Moi, je suis très attachée aux effets spéciaux sur place, au SFX, c'est-à-dire à utiliser les moyens du cinéma pour c'est-à-dire faire un gros plan du guidon du scooter, puis il y a quelqu'un en dessous qui le fait, c'est manuel, c'est comment dire un effet pratique, quoi. Ouais, qu'on peut retrouver dans les films de Gondry ou dans des petites choses qui se font sur le plateau. Et il fallait quand même qu'il y ait une croyance dans le film, et pour qu'il y ait une croyance dans le film et pour qu'on se dise pas ah oui, mais là ils le font bouger à côté, pour que vraiment on puisse s'investir. Moi en tout cas j'avais envie de ces plans très larges où on voit le scooter l'emmener. Et là pour le coup c'est des effets spéciaux en post-production où on avait un monsieur en latex vert qui a pris cher du coup sur le tournage et qu'on a effacé après. Ça fait trop drôle. Moi j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous vous seriez inspiré de Rubber pour faire ce film par hasard? Il y a une légère... je me suis pas inspiré de Rubber parce que le film j'ai mis 8 ans à le faire et donc quand j'ai commencé à l'écrire, Rubber n'était pas encore sorti. Mais il y a une référence clairement avec le tricycle, avec son grand-père, le fameux tricycle. Voilà. Et oui, Quentin Dupieux c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, surtout sur ses premiers films. Mais c'est quelqu'un qui a une liberté de réalisation, d'écriture qui est très poétique, qui me plaît bien, quoi, carrément. L'annonce, j'avais une question. Pourquoi vous avez choisi de montrer une image du père assez faible?
On pouvait voir que c'était un peu une victime. Ça fait débat, ça. Ouais, débat. Non, mais juste moi, je comprends pas. Non, ça a fait gros débat, ça. Moi, c'était vraiment pour le montrer en faiblesse par rapport à sa femme et sa fille. Donc, c'est un peu voilà, le père de famille qui est rentré dans une routine par son boulot, machin truc, et essayer de le caractériser dès le départ en disant voilà, c'est plus lui qui. Il a plus vraiment de maîtrise sur sa famille. Il est juste là. Il fait un peu office de témoin, et c'était un peu se demander pour lui, en tout cas, qu'est-ce qui se passerait s'il n'était plus là, parce que j'ai l'impression, pour moi, s'il reste comme ça au début du film et qu'il dit que voilà, je vais mourir et qu'il s'en va, visiblement, ils seront tristes, mais ça va pas changer grand-chose. Donc c'est pour ça essayer qu'il reprenne un peu la possession de lui-même, quoi, parce que Vas-y. Non, mais ce que je trouve intéressant, enfin, je me permets de rebondir, je sais que ton personnage du père, il est compris, il est perçu par quelque chose qu'on ne voit pas, c'est-à-dire c'est son passé. C'est-à-dire que la caractérisation de ton personnage, il se fait parce qu'il est en train de changer. Les nanas, ils changent, ils leur offrent des trucs, ils l'invitent au resto, et donc elles se disent tiens, c'est nouveau. Et donc nous, on perçoit le personnage qu'il était avant. Mais c'est ça qui a été très compliqué pour moi. Bah oui, mais c'est réussi. Parce que en tout cas, dans l'écriture de scénario, je voulais pas non plus tomber dans un truc hyper cliché ou machin truc. Et c'est vrai que ça a été très très dur de faire comprendre, et je sais pas au final, parce que moi je suis tellement dedans depuis tellement longtemps, que c'est vrai que je sais pas si ça fonctionne vraiment. Est-ce qu'on comprend dès le début que ce père n'est plus du tout dans la maîtrise de lui-même, j'ai envie de dire. Parce que par exemple, quand il arrive au début et qu'il est juste là avec sa femme et qu'il veut juste lui dire voilà, mes résultats sont pas bons, il a même pas la capacité de le faire, parce que sa femme est tellement dans une routine. Pour elle, elle a même oublié, parce qu'elle s'en souvient qu'à la fin, qu'il a eu un contrôle. Voilà, je voulais vraiment installer ça, qu'ils sont dans une vie, une routine. Parce que pour moi, je trouve que ça devient comme ça assez rapidement dans les familles. C'est que voilà, chacun a son boulot, chacun fait ce qu'il fait. Et c'était aussi pour avoir le contraste entre ce début où il y a quasiment plus d'attachement entre eux et la fin où ils se retrouvent enfin tous réunis dans un même plan et enfin à discuter. Donc voilà, ça aussi, je sais pas si ça se comprend qu'avant ils discutent pas forcément et qu'ils réussissent enfin à se parler. Si, c'est compréhensible. Ben voilà, donc ça c'est vraiment un des gros défis que j'ai eu dans l'écriture, parce que c'est très compliqué de tout mettre dans un court-métrage de 15 minutes. C'est vraiment ça le plus dur, c'est essayer de faire comprendre tout ça. Et pour ça, moi, après, pour faire comprendre, il y a aussi le non-verbal. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est là que vous voyez que ce personnage paraît faible, tout ça. Mais voilà, c'est aussi pour créer un gros contraste entre le moment où on le connaît une première fois et puis la fin du film où il a enfin confiance en lui. Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à Chimel, parce que tout à l'heure, on a parlé des films avant que vous veniez tous. Donc, j'étais pas du tout d'accord avec le mot victime, pas du tout. Parce que pour moi, le moment où justement il refuse de parler de ses résultats à sa famille, c'est une force. Et du coup, on n'a pas du tout eu le même, le même avis. Moi, juste pour vous expliquer, en fait, toutes ces histoires, je l'ai basé sur mon grand-père. Parce que mon grand-père, quand je suis né, on lui a appris qu'il avait une maladie et qu'il lui restait 2 à 6 mois à vivre. Et au final, moi, j'ai connu 20 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on reste toujours optimiste. Et merde, je sais plus où je voulais en venir. Mais en tout cas, voilà, moi de ce que j'ai vu de mon grand-père, c'est qu'il n'est jamais venu dire ah tu sais, je suis malade. Il n'est jamais venu en tant que victime vraiment. C'était juste, il a appris ça, il a profité de la vie quoi. Parce qu'il savait pas, en fait, dans mon film, le médecin ne me dit pas écoute dans 2 mois. Parce que je crois que ça, on l'avait tourné, par contre, qu'il dit, d'après les résultats, il te reste que 3 mois à vivre. Mais ça, on l'a rapidement baqué, parce que c'est pas le plus intéressant. Et je préfère même ne pas dire c'est quoi, bon, même si on voit quand même des grosses photos de cerveau, bon, on peut un peu le comprendre. C'est peut-être pas assez subtil, ça, mais après, voilà, je trouve... j'en parlais avec mon monteur, c'est que c'est pas le plus important de savoir ce qu'il a, parce que du coup, même les gens peuvent plus facilement... se reconnaître dans le personnage, parce que plein de manières de mourir. Oui. Et donc oui, avec mon grand-père,
moi j'ai toujours connu en profitant de la vie, on se faisait et toujours la bouffe avec une bonne bouteille de vin, toujours partir en vacances où il invitait toute la famille, tous les Noëls là-bas, et jamais il a été se plaindre de sa maladie ou autre chose. Et c'est même assez rare que je le voyais mal, quoi. Donc, c'est pour ça que moi je voulais vraiment partir dans un côté plus optimiste, plus léger, et pas du tout mélodramatique sur la fin. Moi j'ai le sentiment, un peu en regardant les films, et avec beaucoup de nuances, qu'il y avait un peu deux choses qui sortaient. D'abord, une vision assez pessimiste du masculin, et deuxièmement, une grosse difficulté de communication dans les films. Alors je sais pas si ça vous parle ou non dans le film, mais après j'en ai discuté aussi avec des gens, on avait le sentiment que parfois, alors il y a des films évidemment c'est pas du tout le propos, mais parfois il y avait un peu ça, une vision un peu... pas dégradée du masculin, mais comme une remise en cause en fait du masculin, avec des nuances bien sûr et des difficultés de pouvoir se parler et se dire les choses. Est-ce que ça vous parle? Moi clairement, c'est un... Allez, en tout cas pour le début du film, c'était vraiment le postulat de base. C'est un gros problème de communication dans la famille. En tout cas moi, personnellement, je trouve que je connais ça par rapport à mon père. C'est que je parle quasiment jamais avec mon père. C'est un peu de là que je me suis basé aussi. Il rentre et on ne dit rien, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma mère qu'avec mon père. Et donc oui, moi c'était vraiment ça que je voulais montrer dans mon film, c'était le problème de communication dès le début en fait. Et donc... Mais peut-être que vous avez un exemple, enfin je sais pas, un truc un peu plus précis parce que Bah, par exemple, dans Après la nuit, la drague un peu lourde se transforme en quasiment en agression, une agression tout court. Et puis la jeune qui a du mal à communiquer, qui elle-même déjà a du mal à avoir les codes des adultes, et puis il y a une forme de scission comme ça entre les adultes et l'adolescence, où soit on a envie de la vieillir pour la draguer, soit en fait il y a vraiment deux mondes complètement différents. Mais un peu, bon, dans votre film Battante, enfin dans ton film Battante, il y a un peu de difficulté de communication dans tous les sens. C'était très bon aussi de montrer plusieurs formes de violence, parce que du coup, c'est un peu ce que tu disais, c'était pas l'homme qui cogne la femme de façon un peu cliché, ça va un peu dans tous les sens. Quitte à ce que même lorsqu'elles sont toutes ensemble, il y en a une qui ne se reconnaît même pas, alors qu'elle a clairement sa place ici, là aussi. Puis après, je sais pas, dans chacun des films, on peut je sais pas ce que vous en pensez. Après, pour nous, ça... Pardon. Pour nous, ça parle de l'adolescence, donc c'est sûr que c'est aussi le moment où la communication elle est à zéro et que c'est compliqué de parler des choses. Et après, je pense que c'est un truc générationnel aussi. Déjà, le prédateur sexuel, entre guillemets, c'est souvent l'homme, donc ça c'est un fait majoritairement. Et aussi, je pense qu'on est tous un peu génération des enfants du divorce, etc. Donc il y a aussi beaucoup de modèles familiaux qui ont été éclatés avec notre génération. Donc ça ne m'étonne pas qu'on le retrouve dans la majorité des films, quoi. De manière simple, je dirais. Je sais pas si c'est vraiment un rapport homme-femme, c'est plutôt un rapport d'humain, on a tous du mal à communiquer, quoi. Ouais, Enfin, c'est pas une question d'homme-femme ou femme-femme, enfin, c'est juste qu'il y a un problème de communication générale dans le monde entier, quoi. C'est plus intéressant les gens qui communiquent pas que les gens. Ouais, clairement. Mais c'est pas, je sais pas pour les autres, mais c'est pas une question de blâmer l'homme, pas du tout, quoi. Après, pour mon film, par exemple, c'est du point de vue d'une femme sur un homme, après, il y a quand même le personnage d'Émile qui est très gentil, qui est un homme et qui est hyper sympa. Enfin, c'est pas du tout l'homme est méchant, la femme est gentille. Enfin, c'est vraiment un rapport entre les humains qui est compliqué, quoi. Mais ça aurait pu être une grand-mère si ma grand-mère avait été méchante. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une question d'homme, quoi. Moi j'ai une question pour le cyclo. Où est-ce qu'on peut trouver la musique? Merci. Parce que moi je l'ai cherché hier, j'ai trouvé le groupe, j'ai trouvé le titre, etc. J'ai cherché partout, j'ai rien trouvé. Voilà. Ouais, je peux t'envoyer le lien si tu veux. Mais je t'invite à découvrir tous les albums de The Marianne Monk. Je l'ai déjà vu ce matin, donc personne n'a dit. C'est génial. Enfin, moi j'aime énormément ce compositeur. Enfin, il fait du rock et il est dans un groupe de rock. Après, moi je veux continuer à travailler avec lui sur la musique de film. C'est un mec extrêmement talentueux, je trouve. Pour la musique par exemple de la balade Au bord de l'étang, ouais, voilà. On a un petit peu parlé, moi je lui ai sorti les morceaux que
j'aimais beaucoup dans ses albums, et je lui ai demandé un chant de sirène, parce que, un chant un peu de l'au-delà, qu'on allait être au bord de la mer, parce qu'on tournait dans une ville au bord de la mer, etc. Et c'est un mec qui est un peu un taiseux, quoi, parce qu'il parle pas des masses, mais il reçoit énormément les intentions qu'on lui donne, et moi je trouve que le travail qu'il a fourni, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, et ça a été, quand j'ai reçu la musique, c'était un peu avant la prépa du film, et ça a été un moment très fort, parce que on a l'impression que quelqu'un a vraiment compris ce qu'on essayait de faire, rajoute quelque chose au film, et puis le film se déroule un peu dans le milieu musical, puisque son compagnon était chanteur, et c'est lui qu'on voit sur scène d'ailleurs à un moment donné. Et donc j'avais envie d'une musique assez présente et composée pour le film. Ouais, bon, ouais. Moi, c'est ce que je me suis dit hier, mais du coup, je pense que ça aurait pas donné la même chose sans la musique en fait. Pas du tout. Ou avec une autre musique, ou avec autre chose. Voilà, The Marianne Monk, allez-y. Ensuite, c'était pour toujours dans le même film, le fait qu'à un moment, le scooter regarde la montre. Ouais. Et est-ce que ça a un lien avec la fin? Tu rentres... Genre il reste 15 minutes de film? Non. Ça serait génial. Non, la réplique, vous rentrez bien tard. Vous rentrez bien tard et à un moment, le scooter regarde la montre. Non, mais c'est alors ça, ok, je comprends quelque chose du coup qu'on m'avait dit. J'avais une copine un peu féministe, un peu énervée, qui m'avait dit elle quitte un mec relou pour un autre mec relou, qui lui dit toujours. Moi je l'avais pas. Je le vois pas comme ça. Mais... Et c'est rigolo, je suis complètement inconscient. Voilà. Non, mais il y avait le gag en fait, lui, il est jaloux. Il comprend bien qu'elle s'éloigne de lui parce qu'elle a envie de relations un peu charnelles qu'il ne peut pas lui offrir. Et il le comprend à ce moment-là qu'elle rentre tard et qu'il peut pas. Il va devoir partir, quoi. Et donc, ça, c'est le gag de dire il est 3h du mat. Et c'est aussi un gag sur la fin, non mais c'est... Ah ouais. Peut-être qu'il faut que je rentre un peu plus tôt. Encore une question du coup pour vous. Est-ce que du coup ce scooter a continué de se balader dans la France seul, sans pilote? C'est la grande question. Est-ce qu'on a lancé une légende là-dessus? Alors, on a beaucoup... moi j'aime beaucoup l'idée que le personnage continue à vivre en dehors du film. Le deuxième court-métrage que je viens de terminer, c'est une nana qui veut être garagiste, donc je me dis que j'ai un truc avec les véhicules, et pourquoi pas le retrouver ce scooter, hein. On l'a toujours dans le garage du grand-père d'un des producteurs, pourquoi pas développer une autre histoire, mais ça me plaît beaucoup d'imaginer. On avait même imaginé une fin où il y avait une autre nana qui se réveillait, puis il y avait le même scooter, et genre en fait son truc c'est d'aller voir les meufs et je reviens et tout. Tous les deuils, tous les enterrements. Ouais, il va voir tous les trucs, mais c'est trop drôle. Mais pourquoi pas, et si les spectateurs peuvent s'imaginer d'autres trucs derrière qui les font marrer, ou même, moi ce que j'aime bien c'est que quand on me dit que les gens dans la rue regardent le scoot un peu différemment, quoi. Et ça me plaît bien, quoi. Ça montre à quel point aussi tu as réussi à humaniser un scooter, c'est bien ça. Ouais. Il est trop mignon. Non, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, tout le monde m'a prise pour une folle parce que j'ai dit que le scooter était chou. Je t'ai pas entendu, comment veux-tu que... j'ai dit qu'il était super mignon parce qu'il y avait des petits mouvements de tête et tout. Voilà. Il fait pas ce jeu. Ah oui, du coup. Il est trop humanisé, ce film. Bientôt, il va avoir des mains. Il a une tête, mais c'est un guidon. Et vous alors? Vous avez d'autres questions du coup? Oui. Intervenez. Moi j'ai...
Il y a un film qui vous a plus inspiré, ou un livre, ou un truc comme ça, pour votre scénario ou plus qu'un autre. Par exemple, moi j'ai pensé à Un amour de coccinelle, ou même Christine, enfin un petit peu plus. On disait enfin En fait, pour l'écriture, j'ai vraiment essayé de développer une histoire personnelle, originale. Et après, c'est pour la réalisation où on va chercher un petit peu. Enfin, quand on développe un thème, c'est intéressant d'aller voir les films qui ont déjà traité ce thème-là pour voir comment ça a été fait, pour les copier. Voilà. Non, mais ouais, Christine. Alors, c'est des références éloignées parce que mon film n'a rien à voir avec Christine et que bon, enfin, voilà, ce film est un chef-d'œuvre. Après, c'est des pour la réalisation, je pense que il y a plus de références. Je pense plutôt à Tati et à Jour de fête et au petit vélo du postier qui se balade tout seul, une poésie, enfin voilà, une poésie comme Tati arrivait très bien à le faire. Oui. Non, oui, il y a des références, bien sûr. Je les ai pas vraiment en tête, mais tout de suite là. Un petit peu tout, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui vous a inspiré pour votre film? Moi, je sais que le réalisateur, au début, il cite un livre, Ulysse from Bagdad, de Emmanuel Schmitt. Et c'est un livre qui l'a énormément touché. Je ne l'ai pas lu, moi, mais c'est pareil, c'est une réfugiée qui part de Syrie, je crois, et qui raconte son périple. Donc ça l'a énormément... il s'en est beaucoup inspiré, du coup, il le cite au début du film. Moi, c'était un livre, je sais pas si vous connaissez Bernard Werber, l'auteur. Oui. Quand j'étais ado, j'adorais ces livres. Et il y en a un où il avait plein de petites nouvelles sur les différents futurs possibles. Et il parlait justement de vieux qui étaient en train de se faire poursuivre pour se faire tuer parce qu'ils étaient trop nombreux. Du coup, ça m'a donné cette idée. Voilà, je me suis un peu inspirée de ça. Moi, c'est le procès de Jacqueline Sauvage qui m'a donné l'idée. Mais sinon, non, peut-être inconsciemment, mais là, sur le moment, je sais pas de référence. Ça parle à tout le monde, le procès de Jacqueline Sauvage. Oui. C'est récent, mais bon, c'est déjà il y a 3 ans et on a tendance à oublier très vite. Nous, c'est pareil, je crois. Enfin, moi, j'ai pas d'idée là comme ça. Je pense que c'est plus inconscient. Au final, les références, c'est beaucoup de choses qu'on a vues et qu'on a digérées. Et qu'au final, même parfois, on se rend pas compte qu'il y a autre chose dans le film. Après, je sais que nous, on n'avait pas l'envie de faire un film social classique dans le sens caméra à l'épaule, on suit comme ça. On voulait vraiment poser des cadres et travailler une lumière, etc. Donc il y avait plein de références qui ont peut-être aucun rapport avec ce genre de film, qui sont parfois très américaines. Voilà. Oui, pour moi, j'ai presque envie de dire, j'ai peut-être trop de références. Qui dit trop de références tue la référence. Mais pour l'écriture, je me souviens pas vraiment. Voilà, après c'est peut-être beaucoup sur ma vie, en tout cas de ce que je connaissais. Parce qu'en plus, mon grand-père avait écrit un livre, un peu autobiographie, où j'ai redécouvert un peu aussi sa personnalité, comment lui a réagi à parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait, il est mort il y a 3 ans, au final, quand même. Il est bon. Je rigole, finalement. Non, mais donc voilà. Après, comme j'ai plus une formation dans l'image, on va dire c'est plus au niveau de l'image où je me suis inspiré, et on va dire tout ce qui est film de Paul Thomas Anderson, je sais pas si vous voyez un peu, donc There Will Be Blood, tout ça. Bon, ça n'a, au final l'esthétique n'a rien à voir, mais il faut absolument voir ces films. Ouais, oui, voilà, il faut absolument le voir. Je l'ai revu à la Cinémathèque en Belgique en son grand écran, c'est incroyable. Mais par exemple, moi ce que je voulais, c'était, en tout cas j'en avais parlé au départ avec mon chef-op, c'était voilà, je veux faire passer l'état d'embrouille dans l'esprit de ce personnage qui se retrouve un peu perdu, qui est un peu embrouillé partout. Donc au début on voulait utiliser des lentilles, des objectifs anamorphiques, au final on n'avait pas le budget. Donc j'ai demandé à Mestel Honneur d'un peu salir l'image. Bon, ils n'ont pas été forcément très bons là-dessus.
Mais par exemple, un truc où je suis quand même content, c'est dans le rapport de contraste entre les hautes lumières et les parties les plus sombres. Donc je disais à mon chef-op, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre les personnages dans l'ombre ou les surexposer. Par exemple, il y avait donc la scène où sa femme s'en va. Ouais, c'est très beau. Donc elle ouvre la porte, il y a cet apport de lumière un peu quand elle s'intéresse enfin à lui. Et puis elle dit crûment, elle se barre sans forcément avoir d'intérêt. Et quand elle referme la porte, le personnage est complètement assombri. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, qu'on retrouve beaucoup dans les films de Paul Thomas Anderson. C'est cette façon de jouer aussi avec la lumière. Donc ne pas avoir qu'une lumière fixe, mais je me souviens, par exemple, il y a un plan dans Good Night, Good Luck de George Clooney, où ils sont dans un hall d'un palais de justice. Et toute la scène, c'est la porte qui s'ouvre, qui se ferme, et ces personnages sont baignés dans la lumière, puis dans l'ombre, baignés dans la lumière. Et moi, c'est un truc que je surkiffe. Et donc, je me demandais, voilà, il faut vraiment pas hésiter à aller plus loin que des trucs un peu propres partout, tout ça. Ça m'intéressait pas trop. Donc voilà, moi, je suis très content parce que c'était aussi c'est un film d'étudiant, donc c'est un peu la première expérience pour tout le monde. Moi, j'étais parti dans le fait de faire confiance aux gens. Je trouve que c'est important aussi de leur faire confiance, de leur montrer que ils sont capables de le faire. Et après, voilà, comme c'est étudiant, c'est normal que les gens se trompent aussi de temps en temps, donc je ne leur en veux pas du tout. Mais au moins, ça permet peut-être à des gens comme c'est leur première expérience, ils donnent tout à ce moment-là. Et moi, je suis très content quand même de ce qui a été fait sur le plateau. Donc voilà, faites confiance à vos techniciens. Mais vérifiez quand même ce qu'ils font. Oui, non, c'est ça. Après, c'est à vous de choisir, mais montrez-leur que vous avez confiance en eux. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Oui. Bon, je sais pas, moi je suis super curieuse de savoir si certains se destinent à continuer quoi, à vouloir travailler dans le cinéma à différents postes. Est-ce que voilà. Qui veut faire une école de ciné après? Je peux pas tourner la caméra en même temps de la main. Voilà, pardon, excuse-moi. Chouette. Oui, je vois. Oui, donc tu veux. Ok. Ah, les autres, vous dessinez pas spécialement au cinéma, d'accord? Bah si, mais on ne sait pas. Vous savez pas? On ne sait pas encore. Qu'est-ce qui vous... Enfin, est-ce que vous avez peur de pas trouver de travail ou c'est parce que c'est... Voilà. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça? Ouais. Moi, pour ma part, ça moi, pour ma part, surtout parce que j'aime beaucoup le cinéma, en fait, parce que je ne veux pas particulièrement faire un métier dedans, puisque je compte faire bibliothécaire ou détective privé, donc bon. Non, mais on va faire des films. C'est complètement différent comme. Oui. Il faut avoir des... Et du coup, comme j'aime beaucoup le cinéma, je m'y intéresse, je regarde principalement des films d'horreur. D'accord. Et voilà. C'est vrai, Et moi, personnellement, ce serait chef directeur de la photographie. Enfin... Ah ouais, c'est génial. Après, si vous devez faire une école, il ne faut pas hésiter à aller faire des portes ouvertes, voir plusieurs écoles, c'est hyper intéressant, et choisir vraiment celles qui... Parce qu'elles sont toutes équivalentes, en gros. Les privés, ouais, après vous avez la FEMIS qui oui, après, voilà, mais dans les écoles privées ou BTS ou quoi, ça va être tout équivalent, et ça va vraiment être celle avec lequel vous avez le plus de feeling, quoi. Parce que ça va, à la fin, il y a tout sur les écoles privées, c'est 3 ans, que ça soit une année ou une année et demie de tronc commun ou de spécialité. Après, on finit par des stages. Après, le matériel, il y a tout le temps le même matériel. C'est celle qui vous plaît plus, mais il faut aller faire des portes ouvertes, du coup. On est allé au Cinémed en début d'année et c'était un peu rassurant, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas. Oui, je peux. Ouais. Et ça a déjà fait un petit pas pour moi. Je parle pour moi, peut-être pour vous aussi, mais un petit pas pour l'imagination du parcours après le lycée. Après, on ne sait pas, mais c'est vrai que les portes ouvertes, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est compliqué à vos âges. Moi, je trouve moi, quand j'étais en terminale, je savais pas ce que je voulais faire. C'est hyper dur de décider. Ouais, moi, je trouve que le système, il est mal fait, ça m'énerve. On devrait avoir 1 an après le bac où on a le temps de choisir ce qu'on veut faire. C'est trop dur de décider maintenant. On a 18... moi, j'ai plus 18 ans, mais à 18 ans, on sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, c'est hyper compliqué. On a un peu la pression des parents qui nous disent faut faire un métier comme ça, mais en même temps on a nos envies parce qu'on a quand même envie de rêver à 18 ans. Compliqué, hein, j'en ai pas de votre place. En confiance. Mais croyez en vos rêves, franchement ça vaut le coup d'essayer en tout cas.
Mais surtout, n'hésitez pas aussi à aller faire des stages, essayer de faire des stages sur des films. Ouais. La région s'y prête beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses qui se tournent en région PACA, quoi, donc, ou en Occitanie. N'hésitez pas à aller taper aux portes aussi là-bas pour découvrir le métier sur place et avec une équipe, parce que tant qu'on n'a pas été confronté à ça, c'est dur de savoir si on veut vraiment le faire. Voilà, il y a des gens à qui ça plaît pas du tout, des gens qui se fondent dedans comme. Ça vaut pour tous les métiers en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le côté cinéma, il y a un côté très abstrait tant que t'as pas vu vraiment à quoi ça ressemble un plateau. Il y a tellement de métiers dans le cinéma que tu pars pour quelque chose et peut-être que tu finiras sur un autre truc totalement différent. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur surtout de le faire. Si t'as envie de le faire, faut y aller, quoi. Et vis-à-vis de votre insertion dans le monde du cinéma, est-ce que c'est difficile ou est-ce que ça dépend des contacts qu'on peut avoir ou... Enfin, ça se passe comment Après, chacun est différent. Il faut avoir la dalle. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies fait des bons stages. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est les stages qui m'ont permis de travailler maintenant dans le cinéma, quoi. C'est les stages, mais t'as aussi le fait de... Personne viendra te chercher. Ouais, Donc il faut que toi, tu sois non-stop à... créer, si tu veux faire, et à montrer que t'es là. Ouais, mais peu importe. N'importe quel métier, c'est... Ouais, mais non, t'es quand même obligé, c'est des contacts, faut que tu... C'est ça, c'est des contacts, faut que tu les... Dès que t'as un contact, il faut pas le lâcher. Tu vas faire un court-métrage bénévolement pendant une semaine, et en fait, tu vas rencontrer une personne qui va te dire « Ah bah viens peut-être là-dessus », et au final, on va pouvoir te payer. Et celui qui t'a payé, il va dire « Ok, bah on part sur un long métrage avec toi parce que tu l'as rencontré. » Ça, c'est super important de savoir que nous, dans nos métiers, il faut vraiment passer par le bénévolat aussi pour rencontrer des gens. Et voilà, quoi, les projets bénévoles, on les met au même titre au début. Après, c'est un moment où il faut les quitter, c'est important aussi de le dire. Mais il y a toujours un moment au début où on a tous fait du bénévolat ici et que c'est aussi comme ça qu'on a rencontré des gens, rencontré des équipes, fait confiance à des gens. Et des gens nous ont fait confiance. Et voilà. Donc ça, c'est important aussi d'y aller, quoi. Il y a des quotas de stagiaires sur les longs métrages. Quand on tourne en région, la région demande à ce qu'il y ait des stagiaires de la région. Donc il y a des places pour aller découvrir ce métier-là. Donc il ne faut pas hésiter. En fait, il faut juste faire le plus possible parce que même entre deux longs métrages, le premier va pouvoir vous dégoûter parce que l'équipe va être pas terrible, mauvaise ambiance, et le deuxième, ça va être génial. Ça va être exactement pareil sur des courts métrages bénévoles ou étudiants. Il y en a, ça se passe hyper mal et on est là, je vais pas faire ça. Il y en a un autre qui se passe hyper bien et tu dis ok, c'est bon, je vais. Donc il faut en faire plein. Il faut discuter, il faut rencontrer des gens et faut se faire son réseau. Mais après, si on fait bien les choses à ce moment-là, pour travailler, il n'y a pas tant de problèmes. Il y a de la place. Il y a de la place quand on est bon et qu'on... Faut avoir la niaque un peu. Voilà, c'est ça. Et qu'on en veut, il y aura la place et le statut d'intermittent, il peut se faire facilement, comme il peut se faire très difficilement si on reste là à attendre que ça nous tombe dessus, quoi. Vous pouvez en parler un petit peu, là, justement, tu disais, je crois que tu avais le statut, que tu étais intermittent du spectacle, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément très connu. C'est très compliqué, Voilà, et c'est compliqué, en plus, à comprendre. En fait, l'intermittent, c'est un régime qui... en fait, vous travaillez pendant un an. Pendant 12 mois, vous devez faire un nombre d'heures précises sur des plateaux de cinéma déclarés en tant qu'intermittent. Et cinéma ou autre, musique, spectacle vivant, tout ça. Et en fait, à partir de ça, vous allez toucher un chômage pour les jours où vous ne travaillez pas. Donc en fait, ça permet à la fois de travailler sur des plateaux, etc., de se chercher aussi beaucoup, et d'à côté de développer des projets personnels. C'est une chance aussi. On est les seuls à avoir ça. On est les seuls à avoir ça, et c'est important de le dire. Voilà. Mais en vrai, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est abstrait. Puis même moi, à votre âge, je sais pas si j'étais apte à tout comprendre. Mais c'est un super statut. Et puis voilà, c'est assez large en fait. On peut faire plein de trucs. Faire beaucoup de choses différentes. Tu peux avoir le statut en faisant régisseur, assistant VA. T'es pas obligé d'être dans un. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup j'ai fait plein de corps de métiers différents sur les plateaux quand je suis sorti de l'école justement. J'ai fait beaucoup de régie, de mise en scène, donc premier assistant réel, etc. Deuxième, troisième. Voilà. Et en fait, toutes ces choses-là m'ont fait déjà prendre de l'expérience, comprendre les choses que je voulais faire, celles que je voulais pas faire. Aussi maintenant en tant que réalisateur, exactement connaître le travail de mon équipe, avec qui je travaille, quel métier, etc. Et aussi, voilà quoi, créer des affinités et même apprendre artistiquement à se développer. Et voilà quoi. Ça aide à communiquer sur le plateau aussi. Ouais, c'est ça, c'est très important. Parce que quand on est réalisateur et qu'on s'adresse
perchman ou l'ingé son ou le chef-op et tout, il faut savoir lui parler. Et si on n'a pas du tout d'expérience, on parle deux langages différents et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Et il faut aussi savoir, c'est bien de faire les métiers, justement, régisseur, où c'est les métiers les plus durs, parce que vous allez en chier. Pour plus tard, si jamais vous vous destinez à quelque chose comme chef-op, réalisateur, pour comprendre ce qu'ils font et comme ça, parce que le but sur un tournage, c'est de fédérer tout le monde autour d'un projet. Et donc, s'il y a des personnes, c'est con, mais connaître les noms de tout le monde, parler avec tout le monde, ça c'est quelque chose de super important pour que tout le monde soit derrière vous. Et s'il y a des moments où c'est plus dur, où il faut faire des heures sup, etc., les gens ils n'hésitent pas à le faire parce que justement ils vous apprécient et c'est ça qui est. C'est un peu être un manager en fait. Quand t'es réel. C'est que des métiers de relationnel. Non, quand t'es réel, je trouve que t'es un genre de chef d'entreprise, quoi. Sur le plateau, je veux dire, tu dois faire du management. Donc c'est. Non, je parle du relationnel. Ouais, on est une bonne personne, je veux dire. Quoi ? Le management, Le management dans le sens où il faut être bien avec tout le monde pour pouvoir bien développer ton projet derrière. Sinon, si t'es un connard qui derrière s'en fout des gens, derrière les gens ils vont pas se donner à fond pour toi. Donc, surtout quand tu commences, en tout cas après, avant d'atteindre un stade, je sais pas, où tu parles pas à ton équipe ou j'en sais rien. Mais je pense qu'au début, c'est sûr que c'est super important de fédérer des gens et que les gens ils comprennent pourquoi ils sont là aussi. Parce que c'est super abstrait de dire je veux faire un film. Au début, tu es là, tu as écrit ton film et dire à 20 personnes, on va le faire ensemble. Il faut que les gens ils sachent pourquoi ils sont là, que tout le monde y trouve son compte et que ce soit les rapports soient assez clairs quoi, entre les uns et les autres. Mais en tout cas, faire beaucoup de postes différents, ça aide à comprendre vraiment comment ça marche. Parce que là, pour le moment, de toute façon, vous allez faire un court-métrage, etc. Mais je pense que c'est assez abstrait encore, tous les métiers qu'il y a et tout. Donc même vous renseigner un peu sur tous les métiers, les fonctions qu'il y a sur un plateau, etc. Et les comprendre, déjà, c'est un bon step. Quelque chose qui va vous aider à mieux comprendre. Il faut regarder des making-of. Les making-of, on voit plein de choses derrière les films, on voit plein d'équipes et on se dit ah ouais, comme ça, ils ont fait une séquence, en fait, ils étaient 150 pour ce plan. Ok, tu apprends un peu les métiers. Moi, je trouve que les making-of, j'aime bien ça. Et est-ce que vous avez des conseils un peu globaux sur comment réaliser un court-métrage? Est-ce qu'il y a des règles entre guillemets respectées ou pas du tout? Ou ça vient au feeling? C'est déjà ça. Ouais, pas respecté. Non, mais en général, c'est ça déjà. Pour un cours. Et après. Pour l'écrire ou pour le réaliser, tu veux dire? Pour les deux. Faites attention au dialogue explicatif. C'est un conseil que je peux donner dans les scénarios, souvent étudiants, mais même nous on le fait encore. Et c'est ce qui peut pêcher dans un film, quoi. Les scénarios, il faut qu'ils soient naturels, légers, il ne faut pas que dans le dialogue on comprenne ce que vous voulez dire, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais. Le dialogue ne doit pas être lourd, quoi. Exactement. L'air de rien. Ouais, voilà, exactement, l'air de rien. Mais c'est pas évident, hein. Mais éviter les gros pavés de dialogue. Ça, dans un film, ça passe jamais très bien. À moins qu'on soit expert de dialogue. Et parler de vos projets autour de vous, à des gens de confiance. Parce que c'est important d'avoir un retour de plein de personnes et de prendre là-dedans ce que vous trouvez bien, pas bien. Mais c'est important de ne pas rester seul à écrire pendant un an son truc, bon, d'après moi. Parce que après, voilà, comme par exemple, s'il y a un court-métrage, on ne peut pas tout raconter, encore une fois, en 15 minutes. Donc vous avez aussi, vous connaissez vos personnages, donc il y a peut-être des choses qui vous paraissent claires pour vous, mais qui ne sont pas du tout claires pour un spectateur lambda. Donc c'est vraiment important d'avoir des retours réguliers sur ce que vous faites. Donc voilà, vraiment pas faites lire à des gens bienveillants autour de vous, des gens avec qui vous choisissez confiance. Il faut choisir des cercles aussi. Souvent, il ne faut pas montrer ses parents, parce que les parents ils disent ah oui c'est très très bien. C'est pas du tout objectif. Ouais, non, donc, des amis objectifs et des gens qui sont bienveillants, c'est important aussi. Des gens qui vont vraiment vous donner des conseils. Il en faut aussi qu'ils sachent vous rentrer dedans. Quoi. Ouais. Ça, c'est des gens de confiance généralement, mais. Parce qu'il y a aussi les potes qui vont dire un peu arrondir les angles, mais vous avez forcément des amis qui sont très tranchés dans un truc et c'est super intéressant d'avoir ces retours-là aussi. Après, vous le prenez pas, ça c'est vous qui. Peut-être trouver la bonne distance avec son film. Ça reste du travail, même si c'est très engageant.
Enfin voilà, quand vous faites lire, ou quand vous parlez de vos projets à des gens à côté, trouvez la bonne distance pour pas être atteint par ce qu'on vous dit, parce qu'il y a souvent des retours un peu négatifs, et à l'inverse, si les gens sont un peu trop dithyrambiques sur votre travail, de rester un peu nuancé quoi, que voilà, de faire du travail. Moi je sais qu'au début, ça me touchait un peu trop. Quoi. Ouais. Parce qu'après, il y en a qui ne savent pas faire des retours aussi. Ouais, ça c'est super important, c'est savoir faire des retours à d'autres personnes. Essayer d'être constructif. Ouais, c'est pas que non, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, il faut arrondir les angles, et expliquer pourquoi, quelle pourrait être la solution, etc. Et ça c'est super important. Après, si vous le faites pour l'un, la personne va vous refaire derrière. Mais n'oubliez pas que l'art c'est subjectif, donc des fois il y en a qui vont juste pas aimer parce que c'est pas leur univers. Donc prenez les conseils qui vous servent, prenez pas non plus tout. Voilà, si on me dit j'aime pas parce que c'est pas mon style de film, bah ok très bien, mais dans ce cas-là, je vais pas changer mon style pour toi. Quoi. Mais après c'est important de savoir que c'est des métiers où on est exposé, donc c'est vrai qu'au final, ne pas trop rester dans sa bulle, nous disait Lucas, voilà quoi, partager aussi sur son travail c'est important quoi. Continuer à aller voir des films. Ouais, voir beaucoup de films, énormément de films. En plus là il y a plein de trucs maintenant, j'ai 20 000 formats qui existent et tout, il y a plein de consommer le cinéma, donc allez-y. Nous à l'époque on nous disait voler un DVD c'est voler une voiture, donc j'ai envie de vous encourager à voir plein de films. Et de voler plein de voitures. Et de voler plein de voitures et de scooters. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est sur les DVD. Dans les DVD, il y a vous pouvez voir les films que vous aimez. Moi, j'ai fait ça pas mal de films. Les films que vous aimez, vous pouvez acheter le DVD ou je peux peut-être trouver sur internet. Et il y a tout le film avec les commentateurs du réalisateur. Et ça, c'est super. Les commentateurs. Les commentateurs du réalisateur. Ils commentent comment le réalisateur. Et là, sur le plateau, il était plutôt. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est clair. Il parle de chaque séquence et tout, c'est génial. Je peux poser une question Non. Moi, j'aimerais trop savoir, genre, cette année, en 2019, voilà, quel est le film au cinéma, le dernier film que vous avez vu qui vous a éclaté quoi. Alors peut-être 2018, parce que peut-être en 2019, c'est ouais. Avec chacun son tour. Moi j'ai vu deux mots. Est-ce que c'est un film qui t'a marqué ou j'ai pas vu le dessin animé, j'ai jamais vu le dessin animé de Demo. J'ai vu le film, donc moi ça m'a plu parce que c'est une histoire touchante quand même. Après, je pense qu'il y avait un peu trop d'effets spéciaux, tout ça, je trouve que c'était trop. Un peu overdose de. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, c'est bien fait. Ouais, moi non plus, c'est trop dur. Moi, le dernier film qui m'a vraiment que j'ai adoré, tout ça, il est de 2018. C'est Les Animaux Fantastiques, les crimes de Ken Platberg. Pardon. Ah non, il est trop. Non. On commence par toi et après chacun votre tour, vous dites votre film préféré. C'est pas un film de le dernier en tête. Non, moi j'en ai trois et en 2018 c'est Burning, Une pluie sans fin et Leto. Burning, c'est un film coréen, Une pluie sans fin qui est un film coréen et Leto qui est un film d'Europe de l'Est qui parle du rock des années 70 en Russie. Et moi aussi c'est plutôt René Char, plutôt RS. Il y a même des bons films qui passent aussi. Oui, moi c'est compliqué aussi. Moi aussi j'ai plusieurs films. Si on part récemment, je dirais Beautiful Boy, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et après il y en a plein, c'est difficile. Les Routes du Sud aussi, Green Book. Après il y a gros choc aussi sur Call Me By Your Name, un peu moins récent, mais j'en ai vu plein, c'est trop compliqué. Mais Beautiful Boy, ouais, je dirais Beautiful Boy. C'est là que tu les as vu ça, tu les as vus au cinéma ou à déplacé. Je me suis déplacée. Parce que Call Me By Your Name, il est passé pas à Sisteron, c'est où le Château. Il est passé à Château, on était tout seuls dans la salle. Et il n'est pas passé à Digne, donc c'était un peu difficile de le voir. Mais Beautiful Boy aussi, pareil. Ouais. Voilà.
Mais c'est compliqué de choisir. De choisir. Ah ouais. Non, mais Ouais, Green Book. Nous deux, on est allé voir récemment After au cinéma. C'est le dernier film qu'on a vu. Vous avez aimé? Ouais, j'ai aimé. Bah, moi aussi, je suis allée voir After récemment. Donc, Et moi, ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma. La dernière fois, ça devait être Les Animaux Fantastiques, mais j'y vais cet après-midi, donc j'espère que ça sera bien. Tu vas voir quoi? Oh, il est sorti hier, il y a eu un marathon à minuit. Et j'étais pas au courant. sinon, mon film préféré, enfin, je l'ai pas vu au cinéma, c'est Nos étoiles contraires. Oh, c'est trop dur. Je n'aime pas ce film. Parce qu'il y a l'étoile dans le titre. Non, Manon, il est mieux, personnellement. Les livres, c'est tout. Tu vois, le cinéma est très. Ah oui, mais j'ai trop aimé, t'as pas aimé, heureusement. Mais vous regardez surtout des séries aussi, non, je suppose? Non, ah là, il y en a une grave bien, une série récente. C'est quoi? Osmosis. Ah, je connais pas. Du coup, il y a des détectives privés au film. Moi, je sais pas. Alors moi, le dernier film que j'avais vu en salle, c'était Spider-Man Into the Spider-Verse. Et c'est un film que j'ai adoré, c'est très clairement mon film préféré. L'animation est magnifique. La musique, elle est trop bien. J'ai adoré l'animation, la musique est Elle est trop bien, la musique est géniale. Je suis d'ailleurs un grand fan de comics, du coup bon, ça joue aussi. Et aussi, sinon, j'avais un autre film que j'ai vu cette année, mais qui est sorti l'année dernière, en 2018 quoi. C'était Ghostland de Pascal Logier, qui est un film d'horreur français, que j'ai trouvé très bien pour un film d'horreur, parce que j'en ai vu d'autres qui sont excessivement mauvais. C'est un film d'horreur français. Oui, c'est un film d'horreur français. Et ça, c'est bien. Des fois, on a des bons trucs dans la France, c'est pas mal. Si tu veux être détective privé, il faut que tu vois Chinatown de Jack Nicholson. C'est très intéressant. Moi, mon grand amour, c'est Breaking Bad. Voilà. Ah là, c'est série. Après, on voulait parler de série, ouais. Il y a une grande bonne série qui est sortie qui s'appelle Osmosis il y a pas longtemps. Je sais pas si vous en avez. Quelqu'un. C'est pas vrai. Oh là là, mais là tu pourras dire que tu l'as rencontré. Ah ouais, j'ai adoré. C'est trop bien. Je suis pas arrivée à la fin, mais. J'ai détesté. Sincèrement? L'histoire du tournage. Par rapport à quoi? Je trouve que ça joue mal, il n'y a pas d'intrigue. Il y a une petite intrigue qui part et c'est l'épisode 5 et en fait Alfred. C'est rien qui va. Oui, mais voilà. Ok, non, mais très bien. J'aurai peut-être du travail l'année prochaine du coup. Je sais pas, voilà, je l'ai vu. Ah bah nous, Dark. Gros coup de cœur. Il y a Sense8. Sense8, ouais. Oui. Du coup, Eba, toi? Je suis plutôt animé. Tu nous as pas dit Ne perche pas. série au cinéma. Moi, c'est Orange Mécanique en film. On est dans du bien, bien glauque. Ouais, non, mais j'aime bien les trucs bien glauques. Bah, celui-là, pour ça, il est bien. Et en série, je regarde tellement que je ne sais pas du tout. Je pourrais pas faire un choix entre tout ce que j'ai vu parce qu'il y a tellement de choses différentes que il y a des choses que je peux pas comparer entre elles. Ouais. Tout simplement. Ok. Ce film, c'est pas récent, ça. Non, mais c'est un vieux film. Ouais. Grosse référence. Qui n'a pas pleuré? Je sais pas si ça pleure. La ligne verte, c'est quand il. Tu sais, c'est le mec qui. C'est terrassé? Non. Ah, c'est la ligne rouge. J'ai peur du noir, patron. Voilà. De quoi? J'ai peur du noir, patron. On a même les dialogues. Et vous, c'est quoi votre film préféré? Dernièrement, là? Récemment? Ouais, non, pas récemment. Si, récemment, il y a eu. Ah, mais j'ai un accent anglais pourri, c'est la même. A Ghost Story, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Vas-y. Dis pas. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film. 2 ans, ouais. Mais c'est le dernier qui m'a marqué, tu vois. Après. Moi, c'est Vice, je sais pas si vous l'avez vu. La même chose. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, incroyable. Et c'est une histoire vraie en plus. Vous dites Vice. C'est le policier. Ouais, c'est ça. C'est ça? Dick Cheney. Ouais. Incroyable. Incroyable. Trop bien. Bah, en termes de claque, ouais, dernièrement, c'est ça. Franchement, c'est parmi des trucs de dingue dans le film. En fait, le ton, il est très léger pour parler de quelque chose d'assez grave. Donc, c'est vachement bien fait. Vous avez vu The Big Short? Ouais. Bon,
Enfin, c'est le même réel, quoi. Mais il est, je sais pas, il fait. Non, j'ai pas envie de spoiler. Ça prend. Je sais pas, le truc au milieu du film, tu vois, c'est juste pour donner un peu la tonalité du truc. Au milieu du film, il a un générique comme si c'était fini, avec la musique, tout ça, et en fait, je sais pas, il se permet des trucs de dingue. Ouais, il y a des métaphores de fou. Faut pas avoir peur de casser c'est, les codes des fois, quoi. On nous apprend des règles, parce que voilà, il faut quand même que les choses soient bien faites et il faut les maîtriser. C'est un peu comme ceux qui. Pour tout ce qui est artistique, on apprend d'abord les proportions, on apprend à dessiner comme il faut avant de pouvoir faire des carrés sur fond blanc, machin truc. Je crois que pour le cinéma, c'est important de super bien connaître les règles de base, juste la ligne imaginaire, 180 degrés, des trucs comme ça, des trucs comme ça, bien comprendre les fondamentaux pour pouvoir ensuite les casser et dire des choses en cassant ces règles. Parce que par exemple, sauter l'axe, on peut le faire, mais il faut que ça dise quelque chose. Et il faut le maîtriser, ou sinon ça va pas du tout fonctionner. Donc ça, je peux vous encourager aussi, c'est de ne pas avoir peur d'aller plus loin. En tout cas, tant que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, quoi. Oui, je compare toujours ça à la bouffe, quoi, enfin, à la cuisine. Chacun sa référence. Non, mais... c'est une bonne tarte aux pommes, on la maîtrise, on sait la faire, elle est cool. Et une bonne tarte aux pommes avec un peu de gingembre... Enfin voilà, ou après on va se dire tiens, ma pâte je la maîtrise, mais je vais aller plus loin cette fois et je vais aller faire autre chose. Tu mets de la confiture en dessous. Mais en effet, il faut que ce soit cohérent. Oui, parfois il y en a trop. Parce que ce soit logique. C'est pareil pour le scénario aussi. Oui, c'est ça. Moi je regarde des films et Top Chef. Le scénario, c'est très coach. Et du coup, je pensais que. Il y a peut-être une idée à avoir avec ça. On mix Top Chef et un film. Ça pourrait être incroyable. Top Chef, le chef. Et vous regardez la télé ou pas? J'ai une question sur ça en fait. Je regarde jamais sur la télé. J'ai une question. Parce qu'en fait, il y a un studio aux États-Unis qui s'appelle, alors je le dis en français, A24. Ouais. Et moi en fait, j'adore les films d'A24, tous, mais mais c'est super dur pour les voir. C'est super dur pour les voir. On peut les voir sans sous-titrer et c'est trop dur. Du coup, je savais pas si vous connaissez. Ouais, non, mais voilà, mais du coup, c'est un peu pas pratique. À 24, après, eux, ils font beaucoup de distribution. Mais derrière, je sais pas, t'as des trucs genre Popcorn Time. C'est un site ou... C'est une espèce d'application que tu télécharges sur ton ordi. D'accord. La plupart sont sous-titrés, mais c'est un très très beau studio. Ouais. J'adore. C'est super. Ouais. Mais vous connaissez? Tu peux expliquer quelque chose? Je suis désolée. Non, mais il y en a un. Il y a un vidéoclub à Montmartre. Non, à Marseille, il y a un excellent. Il y a le Vidéodrome. Bon, après, je sais que. Oui, il y a mais, Vidéothèque. Non, bon, je laisse. Vidéo quoi? C'est encore souvent aux élèves d'impointer des DVD à la médiathèque. Il y a peut-être au moins voir aussi des classiques parce qu'il faut connaître les règles de base pour voir des classiques aussi. Ouais, puis le choix il est large. Internet ça peut pas offrir. Il y a des films comme ça qui seront pas sur Internet quoi. Il y a plein de films, il y a plein de classiques de films français, même de classiques et tout qu'il faut. Qu'on peut voir majoritairement en DVD. Sur Internet, vous ne trouverez jamais le film dans des bonnes conditions et ça va être un enfer. Et voilà. Donc il y a plein de films à aller voir. Ouais, la médiathèque, c'est un bon truc. Hein. Ouais, la médiathèque, c'est vraiment très bien. Souvent, souvent, le choix il est super large et tout, c'est trop bien. Vous avez le temps de les voir. Donc non, c'est cool. Et les pivots, évidemment. Les versions commentées, comme tu disais aussi. Non, c'est important, le DVD. Yes. Moi, je sais pas film préféré. Et il n'y a personne parmi vous qui a envisagé au cours de votre parcours, là, année d'études et tout ça, de se tourner vers le documentaire? Si. Ouais, ben moi, dans l'école, on a d'office, on a des formations en première sur le documentaire, on a des cours d'analyse de documentaire. Et moi, par exemple, en première, on avait ce qu'on appelle transmédia, donc c'est un peu, on y va avec des profs et on propose ce qu'on veut. Donc comme c'était la première, ça pouvait être un mélange de médias, photos, sons, vidéos, tout ça. Et moi j'ai fait un documentaire sur des magiciens. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant avec le documentaire, je trouve, c'est qu'on peut aller explorer des choses incroyables. On fait des rencontres aussi incroyables. Donc voilà, comme j'expliquais ce matin, j'ai suivi pendant 6 mois des réunions de magie
Bon, rien de satanique, hein, mais voilà, il y a ceux qui font des tours de magie dans les restaurants et trucs comme ça. Bah, en tout cas, à Bruxelles, moi je connais un cercle où ils se réunissent, et ils boivent des bières en parlant de magie, en expliquant des trucs. Donc je trouvais ça marrant de filmer ça. En deuxième année, j'ai fait un projet avec une équipe où on avait un petit budget, où j'ai été dans un restaurant social. Donc c'est tous des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont été virés à 50 ans et qui ont un peu du mal à trouver un boulot. Il y a des formations comme ça, un peu CPS, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Bon, c'est des centres sociaux et ils ont des formations dans un restaurant pour apprendre à tout ce qui est métier de l'ORECA, tout ça. Donc là aussi, c'était une petite semaine de documentaire. Et en troisième année, là, il y a des gros projets qui sortent et souvent, c'est des films qui fonctionnent très très bien en festival où là, vraiment, il y a un gros budget pour faire un peu... Je sais que cette année, par exemple, il y en a qui sont partis en Pologne pour faire un documentaire. Donc, documentaire, moi, je peux vraiment vous encourager à faire ça parce qu'en plus, ça vous donne aussi des idées pour la fiction. Parce que vous allez rencontrer tellement de personnes, vous allez voir directement, vous allez avoir une autre vision du monde qui nous entoure, quoi. Et regarder des documentaires aussi, c'est super intéressant. Parce que c'est pas... en documentaire, il y a aussi plein de façons de filmer. Il n'y a pas que le style reportage comme on peut voir à la TV. Il y a des partis pris, des visions d'auteurs vraiment dans le documentaire qui sont hyper intéressantes. J'ai vu un documentaire par exemple sur Disneyland Paris. Je me souviens plus du nom du type, mais c'est genre Arte qui faisait il faisait des commandes où c'était voilà, on a un artiste avec une vision d'auteur et on lui dit voilà, tu nous présentes un lieu touristique et un peu banal en mode tu nous montres ce qui est bien, un truc comme ça. Et lui, ce qu'il a fait, il a dit ah d'accord, je veux bien, mais je vais le faire sur Disneyland Paris. Et du coup, comme c'était par rapport à Arte et tout ça, il a eu toutes les autorisations. Et il s'est baladé dans Disney et il a fait un truc hyper glauque. Avec, c'est un truc ancien ou c'est pas Arnaud de Balère? Si, c'est ça. Et du coup, il nous fait une sorte de critique du capitalisme avec les personnages de Disney. Et c'est hyper glauque, mais c'est ultra intéressant de voir comment avec le montage, avec une voix off. Disneyland, mon amour, mon pays. Mon pays lointain. Disneyland, mon pays. Et genre, il part du postulat de base, c'est avec le joueur de flûte, Hamlet, je sais plus. Bon, bref, le joueur de flûte, oui, c'est ça, Hamlet, qui, donc, avec les enfants, où il est engagé dans une ville pour faire fuir les rats et il joue de la flûte et du coup tous les rats s'en vont et la ville dit ah mais c'était un peu trop facile, on va pas te payer, du coup il revient, il joue de la flûte et il part avec tous les enfants. Et il met en comparaison ça avec Disney, comme quoi Disney serait un peu un Hamlet qui attire tous les enfants et qui les prend chez lui. C'est hyper glauque mais c'est ultra intéressant, quoi. Donc voilà, il n'y a pas que des petits reportages où on explique tout simplement ce qui se passe. On peut vraiment avoir une vision d'auteur. Pour le documentaire, il faut avoir une vision, il faut avoir son point de vue, quoi. Et au final, le documentaire se rapproche des fois presque de la fiction, parce qu'il ne faut pas croire que tout est pris sur le vif dans un documentaire. Il y a beaucoup de choses aussi Par exemple, moi, sur mon documentaire, dans le restaurant, on ne pouvait pas être là partout. Il y avait une caméra, c'était tout petit. Et par exemple, à un moment, moi, je me baladais en tant que réalisateur et je voyais qu'il se passait un truc intéressant, mais c'était déjà passé. Par exemple, à un moment, on leur apprend les cuissons d'une viande. Et c'est trop marrant parce qu'elles étaient toutes en rond, occupées comme ça, saignant, avec une qui explique. Et quand j'ai fait venir mon équipe, ils avaient fini. Donc moi, je leur ai demandé, vous pouvez recommencer. Comme si... Donc on ne trafique pas non plus, c'est pas en mode on n'invente pas quelque chose, ça s'est passé, mais on demande juste de le refaire pour qu'on ait ça devant la caméra. Donc voilà, il faut arrêter de croire aussi que tout est pris sur le vif dans un documentaire. Et il ne faut pas hésiter à un peu fictionnaliser aussi, il faut raconter une histoire, il faut intéresser les gens, il faut avoir un petit fil narrateur quand même, donc voilà. Le documentaire, c'est trop bien. C'est trop dommage parce que il y a une chaîne qui s'appelle Viceland et c'est payant et ils font des trop bons documentaires et vu je regarde pas trop la télé et du coup on peut pas forcément avoir les chaînes et c'est dommage parce que Viceland sur Vimeo, il y a beaucoup de documentaires intéressants, des courts-métrages documentaires. Médiathèque de Pardon. Ouais, Médiathèque, et il y a plein de documentaires à la Médiathèque. Tu vas voir. Je vois Journal de France, mais De Pardon, ouais, c'est un monstre du documentaire. Faut voir des films de Depardieu, en plus c'est super accessible et tout, et ça se regarde bien, et c'est trop bien. Il a fait plein de trucs sur la justice et tout. Enfin, c'est... Et comme de base en plus c'est un photographe, il vous fait des plans
magnifique. C'est Il y a Tank qui est une plateforme à 9 € par mois. Ouais, moi, ouais. C'est sûr qu'il y a plein de plateformes et qu'on aimerait adhérer à tout, mais bon bah voilà. C'est des courts documents. C'est des courts métrages. C'est des courts métrages de documentaires. Il y a des longs. Il sélectionne. Voilà, c'est chouette. Il y a de quoi s'éclater déjà avec une plateforme comme ça. Mais il y a plein de plateformes en fait. Si chacun prend une plateforme et que vous nous donnez tous les codes. Il y a déjà les rencontres qui passent de temps en temps des documentaires, des cours de documentaires aussi. On avait reçu aussi. Ça fait sentir aussi un documentaire. Oui, ils en ont pas mal. Bon, super cool. Qui est très intéressant. Mais voilà, là aussi, c'est par exemple, là clairement, on n'est pas dans un documentaire où on filme uniquement la réalité, c'est que des remises en situation, on demande aux anciens détenus et aux anciens détenants de rejouer des scènes. Mais ça reste que ce qui s'est passé est réel. On vous explique quelque chose qui s'est réellement passé. Mais voilà, c'est un dispositif qui est très intéressant aussi. Et qui est quand même très malsain. On voit rien du tout, mais on n'est quand même pas bien. Il y a aussi le film un des films du bac était la nostalgie de la lumière, qui est quand même un documentaire. Ça a été au programme du bac. Il n'est plus depuis cette année, quoi. Je crois qu'il est sorti cette année. Vous avez de la chance. Mais je crois que non, ils l'auront pas du coup. Mais parce que c'était les trois années qui sont passées. Donc il y a aussi du documentaire au programme du bac pour les spécialités. Et c'est quoi cette année les films au programme du bac du coup? Alors il y a Charlie Chaplin, Les Lumières de la Ville, Charulata et La Tortue Rouge. Ça permet de dire aussi, le cinéma d'animation, c'est pas que des dessins animés pour les enfants, contrairement à ce que croient même certains membres de l'équipe des rencontres ciné. Et il y en a d'autres qui se battent pour, parce que La Tortue Rouge, vous avez travaillé dessus, parce que vous êtes allé à Cinémed à Montpellier, c'était le film du bac évoqué. Je sais pas, là, essayez d'aller voir, même s'il a eu une sortie... Ça rejoint S21, mais Funan, qui est un documentaire de quelqu'un d'origine cambodgienne qui évoque le génocide commis par les Khmers rouges au Cambodge. Et ça, c'est du cinéma, certes d'animation, mais pour adultes, on va dire, mais de votre âge. Et voilà, c'est aussi le cinéma d'animation ces dernières années permet d'évoquer beaucoup de choses. Le cinéma d'animation, c'est pas un genre en fait. C'est juste une technique. Ouais, c'est une technique. un moyen. On dit pas un film de prise de vue réelle. Ouais, mais c'est parce que tu vois, par exemple, même aux Oscars, il y a encore une catégorie. C'est vrai que souvent on le met à part. Donc, mais je crois que ça commence à changer. Oui. Clermont-Ferrand, le plus gros festival de court-métrage, Clermont-Ferrand, les animations sont dans la même catégorie que les. Je sais pas du coup comment on peut dire que les vrais films. Ouais, c'est ça, c'est horrible, mais c'est que les vrais films. Les prises de vue réelles, c'est ça. Et du coup, ils sont jugés exactement pareil. Et le Grand Prix cette année était un film d'animation. On met parfois dans le concours de court-métrage, il y a des courts-métrages d'animation. Cette année, il s'est trouvé que ceux qui ont fait la sélection, et Chloé peut en témoigner, il y en avait quelques-uns de films d'animation, mais qui ne méritaient sans doute pas d'être parmi les 10 que vous avez vus hier après-midi. Mais quand il y en a un, moi j'ai des souvenirs de petites merveilles de 3 minutes, là, notamment d'une Russe qui avait fait quelque chose dans le métro de Paris en dessin. C'était fabuleux, quoi. Voilà. Donc le cinéma d'animation, même si c'est vrai que, je sais pas, voilà, on a essayé de vous passer aussi, je sais pas si vous l'avez vu, Parvana l'année dernière aussi, qui, voilà, film comme ça. J'aimerais deux questions. Premièrement, est-ce que vous lisez des critiques de films? Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait aller voir un film? Moi, je ne lis pas des critiques, je les regarde. Moi, je lis les critiques. Moi, je lis beaucoup les critiques de films. Sur quoi? Sur Internet? Sur Internet. Papier? La presse sur Twitter. Ouais, non, pas vraiment. En fait, je regarde la bande d'annonce et en dessous, il y a toujours une petite critique de film. Sur quel site, par exemple? Sur YouTube, parfois, quand on regarde une bande d'annonce,
quand on clique sur une petite flèche, il y a toujours le mot un mot. Enfin, il y a le la personne qui l'a vu. Des commentaires. Oui. Enfin, non, Ce qui disent les journaux dessus. Non, pas vraiment les journaux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, la personne par exemple qui a posté va mettre son avis. la vidéo, c'est pas vraiment son avis. Enfin, c'est. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait cette personne? Ouais, non. C'est pas sur Allociné, je sais pas il comment m'a fait expliquer, mais en vrai, critiquer. c'est genre fait un peu des genres d'analyse, tout ça. Enfin. D'accord. Bizarre. Vous voyez des choses alors que c'est pour les critiques se nourrir au niveau vous demandiez. Je savais pas, vous-même vous êtes. Vous avez fait toute cette culture en lisant des critiques, en lisant des livres, vous parlez de sujets particuliers. On a tous eu une phase du cinéma, puis une phase Sophine, puis une phase. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Si, moi j'aime bien toujours. Moi ce que j'aime bien c'est lire les critiques après avoir vu la film. Oui, c'est ça, ouais. Pour voir où on se situe, si voilà. Ça c'est assez intéressant. C'est intéressant de retrouver des trucs que tu as ressentis dans les critiques. Ouais, des fois les gens arrivent à formuler. Enfin, les critiques arrivent à formuler ce que tu as ressenti et ça t'aide à mieux à trouver des mots sur ce qui t'a plu ou ce qui t'a déplu dans un film. Non, après, parce que je me posais la question de savoir qu'est-ce qui. On est tributaire des distributions, etc., de qu'est-ce qui se passe, quel film se passe dans le cinéma à côté de nous, mais qu'est-ce qui fait notre choix entre tel film et tel film. Alors, il y a le. Je voulais juste voir par quel biais. Si c'était une critique qui vous plaisait, si vous écoutez la radio, si vous, avec, je sais pas, des critiques à la radio qui vous font aller vers des films, ou si c'est... C'était ça ma question. Il y a le bouche à oreille aussi, les gens t'en parlent, et puis tu te dis, bon, je vais aller le voir. Ouais. Vous allez voir des films français au cinéma, des fois? Ouais. Il y a le changement carrément. Le changement, ouais. En VF, Bah, les français, oui. Avec les sous-titres en anglais exprès. C'est lourd. Ah ouais, le grand bain. Ouais, il a fait pas cher, il était trop bien. Il y avait pas mal de films français là qui sont sortis. Le jeu. Le jeu qui avait marché. c'est sur ma tablette, faut que je les mate les deux. Hier, je me suis endormi sur le bonbon. Je vais continuer. De quoi? Hier soir, vous regardez des films en VO plutôt ou en VF? En VO, elles sont horribles. Ouais, en VO, il y a des bonnes VF des fois, mais. Oula! Je suis pas meilleur des avions, je dois pas faire des VF. La plupart du temps, le Shining, elle est horrible, en fait, c'est une impression, c'est vrai, mais quand on regarde en version française, la voix elle change et on a changé trop. Il y a des bons trucs. Enfin, c'était glauque, dans la salle à la fin. C'est trop bizarre de mettre une voix sur ça dénature le jeu de l'acteur, c'est horrible. En plus, on a l'impression qu'avec l'élève c'était calé parce que du coup, eux ils parlent anglais, mais en fait, c'est la voix française qui sort. Et encore en France, c'est un vrai métier doubleur. C'est un truc où c'est vraiment des gens qui ont une qualification et qui sont forts et qui le font bien. Ouais, il y a des pays, t'as un gars qui. C'est ça, il y a des pays qui fait toutes les voix. Il y a un mec qui fait toutes les voix de personnages masculins, féminins dans le même épisode. Donc non, en vrai, même parfois il y a des films qui sont agréables. Moi je sais que j'ai vu des films dans mon enfance en VF et je peux plus les regarder autrement que en VF. Ah ouais, bah oui, c'est des ados avec Je pense à Jim Carrey, je le vois pas, ou même Eddie Murphy, je le vois pas avec une autre voix. Bon, Eddie Murphy, sa voix française est mort récemment, ça va être dur. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça va être quoi? Par exemple, des fois tu regardes une série américaine et il y a une voix en français que tu as entendue et tu peux plus t'en séparer. Moi ça fait ça avec Castle. Je sais pas si vous voyez une série avec un mec. Alors, la voix du mec, je peux pas. Je la vois dans tout et pour moi ça va être Castle. C'est un peu. Ce soir, si vous voulez venir au palmarès à 18h30, donc au moins vous saurez quels sont les films récompensés, et puis on rediffusera le film qui aura eu le prix de la ville. Voilà. Parce que ça nous a été demandé, d'habitude on passe très vite au buffet. Bah oui, normal.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait pouvoir après refaire une soirée avec les films éventuellement primés, même si. Mais là, ce soir, on a dit qu'on allait passer le film de la ville, qui aura le prix de la ville, donc le principal prix. Parce que je pense que déjà, il y aura des gens qui viendront au palmarès et qui n'ont pas vu les films hier après-midi. Donc quand même, pas juste un titre. Et puis ce que vont en dire les cinéastes s'ils sont présents, parce qu'il y a des films qui n'étaient pas accompagnés. Et voilà. Et puis après, vous pouvez aussi voir des courts-métrages un petit peu de partout aussi, hein, même à la télé. Bon, d'accord, il faut être à 2h, 3h du matin. Il y a le replay, hein. Mais il y a le replay, voilà. Non, mais c'est vrai, et puis même les sites comme, dont on parlait comme Arte et tout, en ce moment sur Arte il y a plein de mini-documentaires, même j'ai vu des trucs sur le hip-hop qui sont trop bien, c'est des mini-séries, ça dure 7 minutes. Ça dure 7 minutes l'épisode, ça se regarde trop vite et c'est en replay sur Arte, ils ont plein de replays qui sont super intéressants, donc franchement, parfois il n'y a rien sur Netflix, ça sert à rien de forcer, de chercher des trucs, il faut aller voir ailleurs, et voilà, il y a des trucs super. Et plein de replays. Les films, c'est Blow Up, c'est pas sur Arte aussi. C'est ça comme ça. Là aussi, vous élargissez un peu la culture. C'est un bon conseil. Merci beaucoup.